Bonsoir. Merci d'être là. On va faire en sorte avec vous que vous puissiez propager la parole, la contagion du désir pour Jerry Lewis, cinéaste. Voilà. Et la première chose que je voulais dire par rapport à ce que annonçait Bernard au début, à propos du titre de la conférence, en réalité, il y a un enjeu derrière. Jerry Lewis, virgule, cinéaste, eh bien, il ne m'a pas laissé le choix du titre. Oh, ça m'allait très bien, en réalité. Mais moi, j'ai pas eu droit à qui êtes-vous, Jerry Lewis, ou l'art du travelling chez Jerry Lewis. Non, rien de tout ça. Il fallait que ce soit Jerry Lewis, virgule, cinéaste. Et bien sûr, nous en étions d'accord, car il y avait un enjeu important, c'est-à-dire que c'est un cinéaste que nous aimons à la folie, mais dont nous avions constaté qu'il était malheureusement un peu passé de mode. Et ce qui, pour nous, qui les aimons tant, était totalement incompréhensible. Donc, mais c'est vrai, qui est Jerry Lewis? Là, pour accompagner l'introduction, nous avons le citoyen Joseph Levitch, très interrogatif devant une partie de sa galerie de personnages. Et en plus, le plaisir est immense parce que, sauf erreur et sous contrôle, la dernière rétrospective Jerry Lewis organisée à la Cinémathèque l'a été par Henri Langlois en 1964. Eh oui. Voilà. Et le paradoxe de cet oubli qu'on espère temporaire et qu'on fera tout pour combler, c'est que, contrairement à des tonnes de cinéastes, la somme critique disponible pour Jerry Lewis est absolument impressionnante, et ce, dès le début. J'en cite quelques-uns. Évidemment, il y a le premier qui était Robert Benayoun, qui lui, avant même Jerry Lewis, cinéaste, a été le premier analyste et le premier adorateur de Jerry Lewis, personnage. Il y a eu les cahiers du cinéma, évidemment, qui ont culminé avec un merveilleux lexique des termes léwisiens, qui était dû à Jacques Aumont, Jean-Louis Comolli, André Labarthe, Jean Narbonnier et Sylvie Pierre, s'il vous plaît. Il y a eu en 1968 un très beau livre de Jerry Lewis, il y a eu un très beau livre de Noël Simsolo, à qui je rends hommage parce que c'est lui qui m'a filé le virus de Jerry Lewis il y a 32 ans. Et il y a eu plus récemment, enfin justice, un immense livre en langue anglaise signé Chris Fujiwara, qui n'est pas loin d'épuiser le lexique des termes léwisiens qui avait amorcé les cahiers du cinéma, et ce n'est que justice. Enfin, le livre a été traduit en français il y a quelques années. Et donc la particularité des Lewisiens n'est pas seulement d'être de grands analystes, mais aussi d'être porteurs d'un discours amoureux. Ils travaillent sur la contagion du désir. Donc de tous ces beaux textes dont je vous ai parlé, je me suis astreint à n'en relire aucun pour préparer la conférence, mais leurs analyses lumineuses entreront forcément en ce moment, car elles ont accompagné moi aussi mon amour du cinéma de Lewis. Et surtout, la chose qui m'a toujours arrêté, stoppé, comme dans les films de Jerry Lewis, c'est que je n'ai jamais compris pourquoi la seconde partie de sa carrière de cinéaste était encore plus mésestimée et oubliée que la première. Et en fait, il y a un texte d'un critique extrêmement intelligent qui me hante depuis que je l'ai lu il y a 30 ans, c'est celle de Jacques Lourcel, qui pourtant, sur les 3 premiers films de Lewis, a des intuitions géniales sur sa mise en scène. Par exemple, c'est lui qui parle de l'anti-bergsonisme, c'est-à-dire que Jerry Lewis plaque du vivant sur du mécanique. Voilà, une intuition géniale. Mais par contre, dans sa notule, dans son dictionnaire des films, sur Dr. Jeremy Stoller, il dit « Malheureusement, le déroulement répétitif de l'intrigue, les gags trop rares, les rôles secondaires médiocres et la mièvrerie du personnage interprété par la charmante Stella Stevens ont appauvri la force de la fable. Bien que Lewis contrôle chaque centimètre de sa mise en scène, notamment par l'emploi magistral de la couleur et des mouvements d'appareil, bien que la séquence de la première transformation soit un morceau d'anthologie, ce Nutty Professor est une occasion à demi manquée. La critique de l'époque en France fut délirante. Son enthousiasme était provoqué par le film lui-même, mais aussi par des espoirs fondés sur le développement ultérieur de la carrière de Lewis comme metteur en scène. Personne ne pouvait deviner en 1963 qu'il avait déjà tous ses chefs-d'œuvre derrière lui. Bon, je m'en suis jamais vraiment remis. Mais comment? Mais enfin, comme dirait Gaston Lagaffe, et Jerry souffre-douleur, et Jerry la grande gueule, et Smorgasbord. Insensé. Et je me suis dit, The Patsy, c'est le moment d'une bascule et il faut s'y intéresser de plus près. Donc je suis allé un petit peu farfouiller dans les revues de presse d'époque, pas critique, pas positif cahier, mais vraiment la presse quotidienne et la presse hebdomadaire, voilà, au moment de la sortie des films. Et on voit bien à quel point l'embarras, le contraste, bon, les gens ne savent pas exactement où se situer. Paris Presse, sombre dans la complaisance et la niaiserie,
C'est un morne récital de borborigme sur un thème d'une platitude qui décourage l'analyse. Ça voudrait être une satire de mœurs d'Hollywood et ce n'est en fin de compte pas grand-chose, une douzaine de gags qui se courent après. Là, tout de suite, je réagis violemment. Il tient une première clé. Les contempteurs du cinéma de Lewis, qu'est-ce qu'ils lui reprochent ? Eh bien, ils lui reprochent de ne pas avoir un assez bon rendement au rire-au-mètre. Et ça, on y reviendra. Libération ne s'est pas fatigué. Jerry Lewis ne s'est pas fatigué, dit Libération. Donc pareil, il joue au gorille. Le Figaro, nous ne savons plus que penser de Jerry Lewis. Combat, Lewis est au bout du rouleau. Bon. Heureusement, Robert Benayoun, encore lui, Lewis s'intéresse morbidement aux limites du rire. Jerry, en comédien novice, passe la moitié du métrage à chanter faux, à danser mal, à saboter des histoires drôles, à combattre le trac, la sono, le public bougon. Il ne donne pas 2 phrases complètes de dialogue. Tout ce qu'il dit est taleté, coupé, contradictoire, informe. L'art de Lewis est tel qu'il utilise toute sa précision à prendre chaque geste, chaque réplique en porte-à-faux. C'est un exercice impitoyable d'autodestruction et le sommet de l'acrobatie. Le souffre-douleur est un film qui, par moments, arrête le rire et le fiche dans l'horreur. Voilà. Donc là, on voit bien les dissensions à ce moment-là. Et si on s'intéresse aussi, je veux dire, depuis l'époque de la sortie des films jusqu'à aujourd'hui, sur les milliards de pages Internet, quand on cherche sur les sites anglophones, il y a une phrase qu'on retrouve des millions de fois quand il s'agit de Jerry Lewis. Une phrase négative. Hein. It's just Jerry doing his shticks. Ouais, ok, c'est encore Jerry qui fait ses trucs et ses bidules. Mais enfin, est-ce qu'on dit de Scorsese chaque fois qu'il fait un film de gangster avec Robert De Niro, It's just Marty doing his sticks? Non, de fait, c'est le matériau qu'on méprise. Et Lewis lui-même, dans son livre, disait « Je suis la preuve vivante de l'effet de ce snobisme intellectuel. Je ne puis m'asseoir à certaines tables à l'association des metteurs en scène parce que je fais ce que d'aucuns considèrent comme des produits marrants. John Frankenheimer me fait un petit signe et espère que personne ne le voit, simplement parce que je filme des chutes sur le cul, que je lance de l'eau et que je jette des tartes. Mais alors les shticks, c'est quoi ? En fait, c'est la boîte à outils. On pourrait décliner la question à l'infini. On n'a jamais dit « Oh, écoute Vincent, tes tournesols, ça suffit. Hein, bon, je veux dire, voilà. On ne dit pas non plus, Paul, écoute, la montagne, les pommes, bon, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça suffit. Voilà. Et essayons quand même de nous mettre à leur place. Posons-nous la question avec eux. En quoi c'est du cinéma, puisque nombre de gags présents dans les films le sont aussi dans ces spectacles sur scène, ces émissions de télévision, etc., etc. Eh bien, pour illustrer ça, je vais prendre un exemple français et contemporain qui illustre cette problématique. Nombre d'entre vous connaissent, eh oui, le roi Lot, François Rollin, alias le professeur Rollin. En fait, je vais vous parler brièvement de Rollin, mais je vais surtout vous parler de Jerry Lewis. Je ne prends pas l'exemple au hasard, car nous verrons au fur et à mesure de cette conférence que l'héritage de Lewis se retrouve moins, hélas, disséminé chez des cinéastes que chez des praticiens d'autres formes artistiques. Le professeur Rollin, donc, que vous avez pu découvrir son humour absurde dans des scénettes à la télévision, des pastilles à la radio, des chroniques dans la presse. Vous l'avez peut-être même vu sur scène, dans des spectacles où se succèdent des scénettes identiques à celles que vous avez pu découvrir à la télévision. Mais alors, pourquoi au théâtre nous donne-t-il la sensation vertigineuse que nous n'avions pas éprouvée à la télévision ? 1. Parce que ces scénettes sont organisées autour du nid des forces, par exemple, esquiver pendant 1h30 la conférence qu'on est censé donner. 2. Parce qu'elles sont ponctuées de leitmotiv, comme le souvenir mystérieux d'une amie morte à qui serait dédiée la conférence. Parce que, ainsi organisées, ces scénettes révèlent le mode de pensée obsessionnel du personnage et que le comédien, en se déployant dans la durée, déplace le regard que l'on porte sur le personnage. Est-il un docteur professeur, un interminable raseur, un fou en proie à des accès de colère ou le porte-voix du citoyen François Rollin ? Un peu de tout ça, comme chez Jerry Lewis. Et dans l'espace acoustique que lui laisse la scène de théâtre, il cherche et atteint la force du proscénium. Ça, c'est quelque chose dont parle Lewis justement. Il disait « Aujourd'hui, nombre d'acteurs sont formés par la scène. Malheureusement, le théâtre universitaire fait souvent prévaloir la notion de l'hégémonie de la scène sur les autres formes artistiques. Le film et la télévision sont inférieurs. L'étudiant acteur de théâtre est conditionné par le proscénium. Il est donc souvent pétrifié quand il veut jouer devant un autre public que ses 300 amis de collège par la mystique shakespearo-molièresque ou baigne l'université.
Il fait savoir à ses étudiants qu'ils peuvent travailler et réussir avec de bons metteurs en scène, il faut leur faire savoir, de bons réalisateurs de cinéma et de télévision, comme avec des metteurs en scène de Broadway. Car si l'acteur a un bon metteur en scène, il y aura un proscenium psychologique, car il aura la priorité sur le plateau. Et donc si Lewis, en recyclant ses propres gags, est un maître du cinéma, il le doit à sa perception suraiguë des possibilités offertes par cette forme artistique, ce maillage d'images et de sons dans lequel il déploie un espace-temps qui, en fait, n'appartient qu'à lui. Il disait encore, c'est une question de ponctuation, d'images, surtout pour les comédies. 2 images de trop et le gag est fichu. Et laissons Lewis nous dire lui-même comment il est devenu cinéaste. Je vais vous dire ce que j'ai fait pour devenir cinéaste. J'en avais très envie et j'étais curieux. Bien sûr, j'étais déjà une vedette, juive, et cela m'a aidé à démarrer sur les plateaux. Mais devant la caméra, agissant comme une vedette, par derrière. Et puis un jour, il y a longtemps, à la Paramount, pas de Lewis. On m'a retrouvé en train de ramper sur une passerelle au-dessus du plateau. Je voulais savoir si les passerelles où les électriciens et les machinistes font des trucs et dorment sont faites de tubes de X et de fer de Y, si elles sont provisoires et comment elles sont accrochées. Le lendemain, je devais tourner à 9h. À 8h, j'étais au service maquette où l'on photographiait des sous-marins de 30 cm pour un film avec Cary Grant, Destination Tokyo. Je voulais comprendre comment le sous-marin pouvait, à l'écran, paraître en vraie grandeur. Ils me dirent d'aller voir Chuck Sutter à la photo. J'étais copain avec tous les techniciens. Chuck me montra un objectif de 30 cm et comment il l'utilisait dans le baquet. Bon. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est comment ils arrivaient à avoir les dimensions correctes des fonds de ciel et de mer autour du baquet. Cela avait l'air tout à fait réel. Chuck m'envoya à l'atelier des transparents pour voir les fonds. Bon, mais d'où ils viennent les fonds ? Bah, on les filme, me répondit un gars. Là-dessus, j'allais voir les décorateurs. Il était presque 9h30 quand l'assistant metteur en scène me retrouva. Et il me pria poliment d'aller remettre mes fesses devant les caméras. La journée n'était pas terminée et j'étais derrière les studios d'enregistrement à examiner les génératrices. Oui, les génératrices. J'avais déjà entendu ce mot-là quelque part. Mais comment ça marche ? Où est-ce que ça se branche ? Et à quoi ça sert ? Et qui est-ce qui le manipule ? Et puis je découvris qu'il existe quelque chose appelé électricien. Je lui serrai la main et lui offris des cigarettes. Expliquez-moi tout. Et quand je constatais que tout ce qu'il faisait consistait à actionner un commutateur, je lui repris les cigarettes. Le lendemain, je vis l'assistant metteur en scène au téléphone. Demain, c'est le tour de... Et des feuilles avec des inscriptions au crayon. Mais qui est-ce au téléphone ? Oh, c'est le type d'en bas à la production. J'ai passé des semaines à la production. On n'arrivait jamais à remettre la main sur moi. Ou j'étais à côté de la caméra. Et pourquoi est-ce que ça tourne ? Comment ça tourne dans telle ou telle direction ? Où est-ce qu'on récupère le film quand il est tourné ? Pourquoi voit-on des gens ici ? Mais quand je tourne, je ne vois plus personne. Rien qu'un truc noir. Mais qu'est-ce qui bouge ? Cette pièce devant, c'est quoi ? Un morceau de verre ? Ah, c'est un prisme. Ah oui, je vois. Mais alors pourquoi cette girafe fait ce mouvement et moi je ne peux pas bouger de son champ avant qu'on m'en donne la permission, autrement avant qu'elle remonte ? Pourquoi fait-elle ça ? Bah, elle a un contrepoids. En quoi ? En mercure. Ah oui, du mercure. Et pourquoi ? C'est lui qui le pousse et pas l'autre. Il peut pas, il n'est pas du même syndicat. Rire jaune. Les éclairages, c'est nécessaire toutes ces casseroles ? Oui, pourquoi ? Parce qu'il faut 400 bougies. Des bougies, vous devez apporter des bougies tous les matins ? Non, c'est une unité d'éclairage. Il est sérieux, moi aussi. Et ainsi, en 3 ans, environ, de nez par-ci et d'œil par-là, j'en ai appris un petit peu. Mais ce n'est pas très différent de la médecine. Le mystère de la médecine, essayer de guérir et de déceler les causes, doit être aux médecins ce que le film est aux cinéastes. Ils ne peuvent pas commencer à faire marcher leur mystère avant de posséder beaucoup plus d'informations techniques qu'il ne leur en faut. Mais quand elles sont là, on peut avoir recours à elles. Voilà. Donc la première vraie partie de la conférence concerne l'art de la vignette, parce que je pense que beaucoup d'entre vous ont vu The Bellboy hier, qui est quand même un des sommets de cette forme, c'est-à-dire des films libérés du récit, des films où prône le gag, la scène, le bloc, l'événement. Au cinéma, le pitch ne dit souvent pas grand-chose de l'expérience du film, c'est vrai en général, mais encore plus avec Jerry Lewis. Pour The Bellboy, vous l'avez vu hier, il y a un pré-générique qui sonne comme une véritable déclaration d'intention. Puis, lors de la projection privée, les dirigeants se mirent à me dire ce qui n'allait pas, dit Lewis. Ils deviennent des experts en ces circonstances. Naturellement, ils étaient négativement conditionnés. Au départ, en raison de la pantomime. Il n'y avait pas d'intrigue. J'ai donc tourné une séquence avec un prétendu dirigeant de studio présentant le film et disant « Le film que vous allez voir n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. C'est uniquement une suite de scènes complètement débiles. Il n'y a pas d'intrigue, pas d'histoire et en plus c'est bête. » Il éclate d'un rire hystérique, fait tourner son beau fauteuil de cuir et crie à l'opérateur « Lancez !» J'en avais fait un parfait demeuré, l'image stéréotypée du dirigeant de studio. Ça leur plut follement et fit passer tout le film.
Et ils pensèrent que toutes les coupures qu'ils avaient suggérées avaient été faites. « Oh, c'est merveilleux! Quelle différence !» me dit l'un d'eux. Sachez que tous les bons réalisateurs et monteurs, même en télévision, continuent d'utiliser cette technique avec les diffuseurs. Nous reviendrons plus tard sur l'obsession de son cinéma pour les gens de pouvoir. Posant en attendant cette donnée, son cinéma consacre l'irruption d'une dissonance dans une mécanique bien huilée. Il ouvre les unes après les autres les portes de cette mécanique en inventant in situ un manuel sur l'art de la saboter. C'est l'empire de la discontinuité, de la disjonction provoquée par le branchement au film d'un élément dont le voltage n'est pas supporté par la machine. Et pour que la discontinuité fonctionne, il y a plusieurs conditions. Le film doit explorer une infinité de combinaisons et les organiser dans un mouvement, une progression faite d'une savante architecture de tempo qui vient se substituer à l'articulation du récit classique. C'est le côté musical et mathématique de Lewis, sur lequel nous reviendrons encore, et même logique et géométrique. Regardez. C'est simple. Ça rentre ou ça rentre pas. Ou encore là, comme on dit, ça tombera pas plus bas. Et évidemment, en même temps qu'un cours de géométrie, c'est un film sur l'adolescence. Vous les voyez à table, vos ados. Et voilà, gag, conséquence. Quand on a les bras si longs, on peut se gratter les pieds en dormant. Génial, c'est tout. Et oui, et encore ça. S'il n'y a pas d'espace, on l'allonge. Voilà. Donc ça, c'est un peu les données de travail principales de Lewis. C'est-à-dire qu'à partir d'un nombre de données aussi limité que les 12 notes de musique de la partition, on sait que des gaffes vont se commettre, que des objets vont se briser, etc., etc. Il s'agit de jouer avec cet alphabet et de composer une partition qui explore un réseau d'associations qui emmène le film vers la résolution de cette dissonance ou le fasse basculer vers une dissonance autre. La question de l'insertion de la partie dans un tout est donc un moteur de son cinéma et ses choix d'insertion constituent sa signature. Il disait, Lewis, qu'il y avait 30 manières de raconter un gag. Notamment, il est fondamentalement contraire à l'instinct d'un bon caméraman, chef opérateur ou metteur en scène de déplacer la caméra pour le plaisir. Il en va de même de l'exposition, l'un des outils les plus importants à la disposition du metteur en scène. Dans mon cas, il y a une bonne trentaine de façons d'exposer un gag. Insert, coupure, simple mention ou insistance lourde, présentation en force, double coupure. Mais pourquoi et comment le faire ? George Marshall et moi avions un gag dans Hook, Line and Sinker. Il s'agissait d'une suite de scènes où l'on voit un pauvre type marié en avoir plein les bottes des tâches domestiques, désherber, laver la voiture, etc. Au milieu de toute cette série d'ennuis, nous avons l'idiot, le mari, en train de peindre sur une échelle dont le haut est torchant. Les enfants et le chien cavalent à travers la cour et font tomber le tout. Georges était prêt à couper sur l'idiot assis sur ses fesses, tout couvert de peinture. Et j'étais pas d'accord, je lui ai dit « Georges, quand les enfants s'enfuient en courant et que l'on voit l'échelle tomber, on présume qu'ils l'ont renversée. Bon, alors faisons une autre prise avec les enfants qui s'éloignent en compagnie du chien, puis qui font un virage à 180 degrés pour revenir sur les lieux. Ils sautent par-dessus l'échelle. On élargit un brin et on voit ce qu'il y avait sur l'échelle. » Moi, j'étais horrifié à l'idée de penser que nous allions couper sur quelque chose qui disait de façon visuelle « j'étais sur l'échelle et ils m'ont renversé ». Bon. Certes, cela aurait marché avec la coupure, mais c'était meilleur avec le panoramique. Un mouvement de caméra exposait mieux l'idée. Évidemment, tous les gags ne sont pas organisés sur un temps unique comme ceux de The Bellboy ou ceux de Smorgasbord, son dernier film. Certains ont des répercussions jusqu'à plusieurs séquences après. On le verra notamment dans les extraits. La deuxième condition pour que la discontinuité que nous évoquions fonctionne, il faut que la matière vivante qui peuple l'écran, et singulièrement le personnage central, soit en mesure de garder à l'esprit ces chaînes de causalité pour animer l'écran tout en restant toujours en place. Par exemple, nous reviendrons aussi sur cette notion de personnage chez Lewis. J'arrête pas de dire nous reviendrons sur, mais c'est aussi la beauté de son cinéma, c'est qu'on n'arrive pas à le découper comme des tranches de saucisson. On peut pas dire je vais traiter l'espace, je vais traiter le temps, je vais traiter ceci, je vais traiter cela, parce que chaque fois qu'on essaye de traiter une partie, il y a en fait l'autre qui vient faire coucou et qui est intimement lié, voilà, qui est complètement noué avec. C'est pour ça que c'est la beauté de son cinéma, c'est les allers-retours, c'est les échos, c'est les répercussions.
Bon, il y a quelque chose que je souhaiterais poser avant de lancer les extraits, qui, à ma connaissance, n'a jamais été exploré chez les personnes qui ont commenté Jerry Lewis. C'est la question du spectre autistique, c'est-à-dire absolument ce qu'on appelle aussi l'autisme de haut niveau ou le syndrome d'Asperger. À la première scène de The Bellboy, il prend une consigne au pied de la lettre. À la dernière, il dit qu'il n'a jamais parlé parce qu'on ne lui a jamais demandé. C'est par exemple une des caractéristiques du trouble autistique. Alors égrenons les différentes difficultés compilées par la littérature scientifique et écoutez-les bien. Quasiment chacune porte en elle la possibilité d'un gag lewissien. Effet social. Des déficits persistants dans la communication sociale et les interactions sociales dans de multiples contextes. Déficit de la réciprocité socio-émotionnelle, allant par exemple de l'approche sociale anormale et incapacité d'échanger dans une conversation. Partage réduit d'intérêt, d'émotion ou d'affect. Échec d'engager ou de répondre à des interactions sociales. Déficit dans les comportements de communication non verbaux utilisés pour l'interaction sociale, allant par exemple de la communication verbale et non verbale mal intégrée. Des anomalies dans le contact visuel et le langage du corps ou des déficits dans la compréhension et l'utilisation des gestes. Manque total d'expression faciale et de communication non verbale. Déficit dans le développement, le maintien et la compréhension des relations, allant par exemple de difficultés à adapter le comportement en fonction des divers contextes sociaux, à des difficultés à partager les jeux imaginatifs ou à se faire des amis, à l'absence d'intérêt pour les pairs. Des stéréotypies aussi, des modes restreints et répétitifs de comportement, d'intérêt et d'activité. Mouvement moteur, utilisation d'objets ou paroles stéréotypés ou répétitifs. Par exemple, aligner des jouets ou retourner des objets, écholalie, répéter des phrases à l'infini. Insistance sur l'adhésion inflexible à des attitudes ou à des modes ritualisés, intérêts très restreints et circonscrits qui sont anormaux dans leur intensité ou leur orientation, par exemple un fort attachement à des objets inhabituels, des intérêts excessivement circonscrits avec une persévérance excessive, hypo ou hyperréactivité à des stimuli sensoriels ou niveau d'intérêt inhabituel pour les aspects sensoriels de l'environnement, par exemple indifférence apparente à la douleur ou à la température, réaction négative à des sons ou des textures spécifiques, sentir ou toucher excessivement des objets, fascination visuelle pour des lumières ou des mouvements, des problèmes de développement, par exemple, qui peuvent être aussi masqués par des stratégies apprises plus tard dans la vie. Bref, ce sont des éléments perturbateurs. Les symptômes causent une altération cliniquement significative du fonctionnement dans les domaines sociaux, scolaires et professionnels. Donc voilà, on est vraiment dans l'univers de Jerry Lewis, c'est-à-dire ce personnage inadapté au milieu de relations sociales qui, elles, coulent comme un flux. Et c'est parce qu'elles sont si difficiles pour le personnage lewissien qu'il lui est plus commode d'habiter des espaces-temps clos, des petites vignettes, où il peut laisser libre cours à sa fantaisie. Les films sont parsemés de ces moments où, enfin seul, le personnage compense son handicap social en déployant d'extraordinaires capacités. Des capacités d'imaginaire, par exemple, comme faire parler les marionnettes dans le zinzin d'Hollywood. Des capacités visuo-spatiales, comme disposer en un temps record, c'est-à-dire dans une ellipse de cinéma, 2000 chaises au cordeau dans une salle de spectacle, The Bellboy que vous avez vu hier. Et le plus troublant, c'est qu'enfin seul ne veut pas dire seul dans le récit, mais aussi enfin seul dans le plan. C'est une grande scène que vous verrez samedi, la grande scène des vases dans Jerry souffre-douleur. Tant qu'il est seul dans le plan, le personnage jongle avec une habileté extraordinaire, et c'est au changement de cadre qui signale la présence d'observateurs qui tout à coup déclenche la catastrophe. Donc maintenant nous allons lancer le premier extrait sur les vignettes. Merci. How are you? Here you are, Stanley. Get everything out of the trunk. George, come help me. That's a good baby.
do is to light this little jet, and then you turn the tap in, and the main burners light up. I see. Right? Right. Now, sir, remember, little jet first. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les héritiers de Lewis ne sont pas forcément à chercher du côté des cinéastes. Donc là, vous avez vu Loki le lion, la petite marionnette de Joop Kessink, personnage néerlandais, qui a été inventé. C'est vraiment une correspondance avec Lewis, c'est-à-dire c'est un personnage qui peuplait comme une virgule les écrans de télévision, les publicités de la télévision publique néerlandaise. Et c'est un peu en fait comme dans The Errand Boy, le zinzin d'Hollywood. C'est-à-dire que c'est à la fois poétique, à la fois une critique sur le média dans lequel il s'insère, et évidemment il y a une poésie folle qui, voilà, là c'est en 4 secondes, le temps d'un gag en 4 secondes, on ne peut pas faire plus court, et c'est évidemment la même stupéfaction que quand le personnage de Stan Laurel passe dans la piscine, voilà. Donc il y a une histoire de fantaisie, des personnages lunaires, poétiques, des miniatures. Donc regardez, un autre héritage. Vous vous souvenez de ces deux-là, hein? C'est quoi cette catastrophe? Évidemment. Mais enfin, évidemment. Franquin était fou de Jerry Lewis. Il est même allé jusqu'avec Gottlieb à lui rendre explicitement hommage dans une BD qui s'appelait Slow Burn. Voilà. Et M'enfin, c'est exactement la sidération, la stupéfaction, exactement la même phrase que prononce le petit lion de Joop Kessink, Algemene, qui veut dire quelque chose, c'est oh, enfin, quoi? Oh mince, voilà, quelque chose comme ça. Donc toujours chez les trois, la sidération. Alors dans les extraits que j'ai choisis, vous avez vu, les transitions sont voyantes. J'ai même réutilisé un volet coloré qui, lui, est dans les séquences entre les séquences de Yaya mon général. Voilà, c'est pour montrer à quel point Lewis aime marquer les césures entre les blocs plutôt que de simuler une continuité. C'est son côté matérialiste, entre autres. C'est son côté moderne, la suspension du récit. Après, là, il y a chaque fois des gags individuels. Ce que je ne vous ai pas dit, mais que vous verrez tout simplement pendant la rétrospective, c'est que, évidemment, il travaille sur l'écho, les répercussions, le truc à retardement. Vous avez vu, par exemple, une scène des Tontons Farceurs où la maison s'écroule. Il y a une scène 10 minutes avant où quelqu'un fait exploser de la dynamite dans la maison et il ne se passe rien. Et ça n'est que 10 minutes plus tard, quand Jerry sonne à la porte, que subitement, boum, voilà, tout s'effondre. Donc, et si on veut pousser le raisonnement un peu plus loin, on peut se demander pourquoi, pour les Lewisiens, Jerry la Grande Gueule, Jerry Souffre-Douleur et Smorgasbord sont des films qui vont plus loin que Le Tombeur de Sedheim ou The Errand Boy, le zinzin d'Hollywood. Par exemple, dans The Ladies Man et Errand Boy, la merveilleuse fantaisie se déploie dans les limites d'une certaine acceptabilité du spectateur. Même si le personnage ouvre sans cesse des portes inattendues, il le fait dans les limites d'une trame rassurante qui reste apparente tout le long du film.
Dans Le Tombeur de Sésame, par exemple, c'est la présence de femmes en nombre à l'écran qui maintient une charge érotique qui nous rappelle constamment la problématique à résoudre, la virginité du héros. Dans Le Zinzin d'Hollywood, le décor du studio du cinéma nous conditionne dans une attente simple. Le personnage provoque peut-être des catastrophes tout du long, mais nous savons que nous aurons droit à une visite exhaustive des coulisses de la fabrication d'un film. Le film a un programme. Dans 3 sur un sofa, son premier film à la Columbia, où il est prudent, où il n'a même pas son scénariste habituel et qui est un des seuls dont il ne co-signe pas le scénario, c'est même un combat entre la fantaisie du cinéaste et la structure camisole d'un vaudeville à base de quiproquos. Mais tous ces films sont magnifiques pour autant. J'essaie juste d'expliquer, en fait, dans la substance du cinéma lewissien, quand est-ce qu'il peut aller le plus loin en tant que cinéaste, c'est quand il se défait absolument des attaches, même résiduelles, du récit. Voilà. Il n'est jamais plus sauvage, plus moderne que quand il va jusqu'à saboter le programme. C'est Samedi, vous verrez ça avec Mathieu Macheret. Jerry Souffre-Douleur, qui est l'histoire d'un personnage qui résiste au récit inventé par des producteurs, qui lui fait échec. C'est même une forme d'attentat qui pose une question qui va hanter des films plus tardifs. Quand le pouvoir met le comique à sa botte, où est le rire ? Voilà. Et donc... Je voulais mentionner aussi dans ces constructions ou ces non-constructions ou ces postulats qui sont posés, il y a quelqu'un qui a été extrêmement important dans le travail de Lewis, c'est son co-scénariste Bill Richmond, qui a donc co-signé 8 des 12 scénarios des films qui sont programmés pendant cette rétrospective. Et vraiment, ces deux-là étaient faits pour s'entendre. Richmond avait passé son enfance dans un village du Kentucky. Et l'été, pour ne pas s'ennuyer, il s'inventait des personnages. C'était un gringalet qui faisait marrer tout le monde, mais il a pris des cours de batterie. Il n'avait qu'un rêve, en réalité, devenir jazzman. Devant la réaction horrifiée de sa mère qui lui disait « Mais comment je vais expliquer aux autres ce que tu fais de ta vie ?» Il a eu ce bon mot, toutes les mères, toutes les bonnes mères sont des mères juives. Sa première rencontre avec Lewis, eh bien, il était batteur dans l'orchestre de Frank Sinatra, sous la direction de Nelson Riddle. Et là, Lewis l'engage pour accompagner dans ses tournées sur scène. Il lui met le pied à l'étrier pour l'écriture. Ils passaient leur temps ensemble dans des suites d'hôtels. Et quand on demandait à Richmond en quoi consistait le travail avec Jerry Lewis, il disait « I just write everything he does and sell it back to him ». Voilà, je note tout ce qu'il fait, je lui revends la camelote et je lui facture. Bon, donc pas de récit réaliste, juste quelques prémices pour recracher ce qui a été observé. Avec eux, ce n'est jamais l'histoire d'un personnage qui, 3 points de suspension, mais tout simplement « et si ?» point d'interrogation. Et si une gamine se retrouvait orpheline, qui l'élèverait ? Voyons maintenant l'ouverture des Tontons farceurs et ce qu'elle nous dit de la conception du récit selon Richmond et Lewis. What's all the racket out there? Take a look. It's a bunch of kids playing baseball. Little kids. Here it comes. There it is.
Yes, it was very nice. You're wonderful. But if you don't please take that mask off, you're gonna break my whole head. Oh. Willard, you're my real hero. You're just the greatest. No, you were the best. No, you. No, you were. What's the difference? We're late and we have to get going. Oh, Willard, can't they wait? No, not this time, darling. It's very important now. Come on. I know. Start unwinding. Let's go. Today was the best game, I think, of all of the games, don't you? Sure. Yeah, I liked it the best, too. All right, down you go. Come on, honey, we don't want to be late. Okay, I'm hurrying. Buttons, buttons. There you are. Get your gloves, honey. Uh-oh, don't forget. Pants. After you. You're looking divine, Miss Peyton. Thank you, Willard. You're not so bad yourself. Donc vous voyez comme l'ouverture, ce qu'elle nous dit de la conception du récit, c'est-à-dire par rapport à une structure comme celle du Zinzin d'Hollywood qui est linéaire, là on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intersection. De la même manière qu'on sera dans quelque chose qui est de l'ordre de l'enroulement dans Jerry la Grande Gueule. Et ce que je voulais dire, c'est qu'au début, c'est extrêmement étonnant. C'est-à-dire, on dit, mais où est-ce qu'on est exactement ? Est-ce qu'on est dans un film de Don Siegel, à bout portant, dans une parodie de La soif du mal d'Orson Welles, ce tempo, ces plans, c'est absolument délirant. Et bien sûr, c'est le côté léwissien, c'est que deux choses ne peuvent ne rien avoir à faire ensemble, se retrouver plus tard dans le film et sans même se croiser. C'est ça qui est très beau. Et aussi, tout le film va être centré sur la relation entre le chauffeur et l'enfant qui devra choisir entre ses 7 pères adoptifs. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, alors que Lewis il sait extrêmement bien souligner ses effets, il y a quelque chose de très mystérieux qui est fait avec une grande discrétion et qui est très beau dans cette scène. C'est au moment où il remonte dans la Rolls, il commence par l'installer sur le siège arrière, et le temps qu'il fasse le tour de la Rolls, elle est passée sur le devant. Voilà. Donc là, il y a de multiples interprétations possibles, mais bien sûr, c'est l'histoire d'un homme qui est un peu immature et d'une enfant qui l'est un peu trop. Donc, si on veut faire une somme mathématique, autant dire qu'en fait, c'est un couple d'adolescents. Et que, voilà, tous les oncles qu'elle va traverser, l'altérité, les différents personnages, les 6 oncles qu'elle va croiser, ça va moins être des personnages en tant que tels que des différentes facettes possibles de la paternité. Cette question de l'identité, elle est vraiment centrale en fait chez Lewis, parce que la plupart de ces personnages, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas de but, et dans Jerry la Grande Gueule, il n'a ni qualité ni défaut, donc ce n'est pas un personnage. C'est plutôt, mais que reste-t-il de l'homme dans un monde mécanisé ? Il y a aussi quelque chose d'extrêmement important qui est chez lui, qui est de l'héritage du théâtre yiddish, et de Chaplin aussi, mais dans l'héritage yiddish, il y avait 2 personnages qu'on appelle le Schlemiel et le Schlimazel.
Et lui dit « Mon personnage de l'idiot joue à la fois le Schlemiel et le Schlemazel et mélange parfois les deux. En le jouant, j'ai toujours une claire conscience des 3 facteurs, subir, s'infliger et infliger à autrui accidentellement ou volontairement, mais je ne suis pas centré sur eux, ils vont et ils viennent selon le moment. » Donc la notion de personnage chez Lewis, c'est quelque chose qui n'est pas fixé, c'est une oscillation permanente, la même dont je parlais tout à l'heure à propos du théâtre de François Rollin. Il y a dans ces galeries des hommes simples qui s'opposent à des personnages grotesques, mais la plupart des héros léwisiens, en fait, sont des gens simples qui ont un métier. Ils sont grooms, ils sont factotums, ils sont comptables, ils sont enseignants, ils sont clowns au chômage ou ils sont postiers. Dans le film d'Annette Wolff que vous verrez à la fin de la rétrospective, il y a un moment donné dans l'entretien où elle lui demande « Mais combien de temps ça vous prend pour créer un personnage ?» Et lui dit « Mais pas plus de temps que de traverser la rue. Ils sont partout, surtout les prétentieux, les patrons, les PDG de banque, les rois du billet vert comme je les surnomme. Pas des gens qui travaillent pour gagner de l'argent, mais des gens qui font travailler l'argent pour eux, qui le font circuler. Ça fait une sacrée différence. » Voilà. Et c'est aussi pour ça que dans beaucoup de films de Jerry Lewis, vous verrez des personnages de pouvoir qui systématiquement soit sont assimilés à des gangsters. Voilà. Donc il y a la meute, toujours l'ordre. Regardez ces 2 images extraites, la première de Jerry souffre-douleur, qui est une scène absolument terrible où comme il n'a pas les codes sociaux dont on parlait tout à l'heure pour savoir quand on invite une belle femme à dîner comment répartir avec parcimonie les pourboires et que les musiciens en abusent. Donc voilà, là il est entouré par la meute. Donc le personnage de Lewis est toujours cerné, comme là par exemple. Bon, là, l'image se passe de commentaires. C'est aussi pour ça qu'il y a tant de doubles dans les films de Lewis. C'est que ça permet d'être tout ce qu'on ne veut pas, de projeter ce qu'on ne peut pas ou n'ose pas être. Évidemment, c'est The Naughty Professor. Et donc, du coup, le héros léwisien est moins un personnage en tant que tel qu'une éponge qui absorbe, reformule les consignes, les déforme. Et de fait, c'est une apologie du désaccès. La motivation des personnages, ce sont seulement des hypothèses de travail. Voilà. Par exemple, dans les Disman, au début, rester puceau ou non devient intégrer l'espace et le dompter. Dans les Tontons farceurs, choisir un père adoptif devient éprouver les différentes facettes possibles de la paternité dans le cadre d'une relation entre un enfant un peu trop mature et un adulte un peu trop infantile, je vous le disais tout à l'heure. Bon, le couple d'ados, c'est aussi une manière de ne jamais dire adieu à l'enfance. C'est aussi un moment où physiquement Lewis ne ressemble plus au jeune pitre qu'il était dans ses associations avec Dean Martin. Voilà, son visage mûri. C'est aussi un adieu à ce stade-là de son jeu d'acteur. Et dans les 3 premiers films, voilà, ils se comportent comme des enfants et on pourrait postuler que ce qui se passe dans Dr. Jerry et Mr. Love au moment de la transformation est un traumatisme qui va transformer de manière définitive le personnage. Et c'est pour ça que dans Jerry souffre-douleur, le film suivant que vous verrez après-demain, c'est un film complètement sur l'innocence brisée. Et là, ce qui est très beau dans les Tontons farceurs, c'est qu'en fait, il y a, comme dans tous les films de Lewis, des transmutations. C'est-à-dire que l'innocence que lui ne peut plus avoir dans son personnage, il fait une opération de transmutation pour la transférer sur le personnage de l'enfant. Donc, du coup, on se demande souvent, mais de quelle matière sont faits les films de Jerry Lewis ? Est-ce que, par exemple, ils sont auto-centrés ? Oui, bien sûr, mais ils ne sont pas trop centrés sur ses propres sentiments. C'est une exploration documentaire de la trajectoire de sa carrière. Partir de rien, faire tandem, intégrer la machinerie, la dompter. Le cinéma est donc le sujet, la matière et la forme de ces films. Lui disait « Le cinéaste total est un homme qui se livre par l'intermédiaire de la pellicule. Celle-ci est un miroir, ce qu'il donne, il le retrouve. » Et j'ai un aveu à vous faire, ajoutait-il. Je me suis planqué dans une salle de montage et j'ai léché de la pellicule. Je pensais que peut-être davantage de moi-même passerait dans le film. Telle ou telle séquence de mes films peut sembler du déjà-vu ou à l'eau de rose. Je n'en éprouve ni gêne, ni embarras. Donc c'est toujours pareil. À Hollywood, on confond toujours l'homme et son image. D'ailleurs, ce qui définit un homme, c'est l'image qu'on en perçoit. Vous verrez dans Yaya mon général ce week-end une scène extraordinaire où,
qu'il s'agit de kidnapper Kesselrings, voilà, pour rentrer dans une forteresse nazie. Il y a toute une bande qui essaye de le kidnapper et il y a une engueulade interminable entre les protagonistes qui dure à peu près 10 minutes, qui essayent chacun de dire comment eux ils ont vu, comment eux ils ont perçu la démarche de Kesselring, de sorte que le personnage de Lewis soit en mesure de prendre sa place. Voilà. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on en ressent, ce qu'on voit de l'autre côté, cette question de la façon dont une vision n'est pas objective, elle est conditionnée en fait par la personne qui regarde, c'est quelque chose d'extrêmement important, surtout dans la mesure où le cinéma de Lewis est un cinéma du champ contre champ. Et ça, c'est un élément qui est induit en réalité par sa longue aventure initiale, le tandem Dean Martin-Jerry Lewis. En fait, voilà comment Jerry Lewis résumait sur le tard leur relation. Ils s'aimaient, l'un savait le montrer, l'autre pas. D'où le fait que tout son cinéma est fait sur une dialectique gag-réaction. Il disait encore, James Cagney cherchait toujours à connaître les autres et à savoir comment il pourrait améliorer leur rôle afin de s'améliorer lui-même. Il savait qu'un bon acteur est un réacteur. Voilà. Donc nous allons passer à l'étape suivante de la conférence qui va porter sur la notion de sidération. Et on pourrait partir de la notion de spectacle. Quand dit Littré dans le dictionnaire, le spectacle, c'est tout ce qui attire le regard, l'attention et arrête la vue. Donc chez Lewis, il y a une importance énorme des regards caméra. Il disait « Je doute qu'il existe une autre industrie ou un autre art qui connaisse tant de règles destinées à ne pas être observées. Mon réglage de caméra peut être bon, le même par un autre metteur en scène serait mauvais. Certains cinéastes pensent qu'un acteur ne doit jamais regarder directement la caméra. Ils affirment que cela met le spectateur mal à l'aise et interrompt la narration. Je crois que cela n'a pas de sens et, dans un plan individuel, mes acteurs regardent droit dans la caméra au moins une fois par film si cela sert à quelque chose. Il se pose toujours la question de savoir comment le metteur en scène doit régler une scène. Pourquoi les gens sont-ils placés en tel endroit plutôt qu'en tel autre ? Il est probable que la seule réponse se présente sous la forme d'une question « Pourquoi sont-ils là ?» Autre question, de quoi discute-t-il ? Donc tout dépend de l'histoire et plus précisément de l'effet recherché. Parfois, le metteur en scène veut que sa scène ait un effet statique. Pour un intérieur de Jerry souffre-douleur, j'ai essayé d'obtenir cet effet en laissant la mise en place absolument libre. La scène n'était centrée sur aucun des personnages et j'espérais qu'elle serait gauche, sans grâce, maladroite. Ce fut un échec minable. Cette absence de mise en scène, cette liberté donnée aux acteurs de s'y déplacer à leur guise ne produisit pas le résultat escompté. Du fait des acteurs. Ils étaient tous des gens de poids et prêts à se dévorer tout cru à la première occasion. L'un d'eux était feu Peter Lorre, un voleur de scène sans égal. Un petit coup d'œil à l'objectif, 2 pas par-ci, revirement, 3 pas par-là. Mais ses collègues n'étaient pas prêts à le laisser faire ses 4 volontés. En voyant maintenant le 3e extrait sur les sidérations. The late shows. There's films on from 11 o'clock at night until 6 in the morning on Channel 11. For those of you that have insomnia, and young potential filmmakers all have insomnia, you should watch them. They're difficult to watch, but I repeat, the world of information there, you'll never get from any book, you'll never get from any cinema class. Only in that it's almost impossible to find in a cinema class someone teaching you all of the things not to do. It just isn't done. You may be told on a very small basis or in small areas, don't do this as opposed to doing that. But here you have 100 minutes or 120 minutes of a truckload of garbage, what not to do. And oddly enough, an awful lot of these films indicate why you should not. They have people crossing out right and entering right, meeting one another. They have just a travesty of direct reverses. They have wonderful things like going into town, Miss Lucy, and never knowing where the town is, and they're cutting into a corner, and a man and a woman are talking, you know where you are in the film. Really marvelous information. And you'll find that there will be many, many times when you'll want to make that kind of a cut, and you'll remember that picture. That's him. I don't. That's impossible. We know you'll be very happy, and you look just stunning. And we'll have your other suits and things no later than next week.
What happened? Hey, Gunner, quit the clowning, huh? It's us. What's the matter with him? Maybe he saw something over at that hotel. Why don't you ask him? Gunner, did you happen to see something unusual over at that hotel? I told you before. I said go out for the books, right? That's because you're by this. We sit here 2 hours, right? Because I want you to be smart. If you want to make a heist, you got to know everything about sky and air and numbers and things. So I'm going to just read it to you once more. See if you can remember it. 5 sevens is 35. 10 fours is 40. 15 twos is 30. And the which is adding is 105. All right, now try it. 5 sevens is 35. 10 fours is 40. 15 twos is 30. And them which is adding is 105. Oui, c'est irrésistible hein, quand même. Bon, évidemment, on aurait pu en prendre encore plein d'autres, des extraits comme ça. Il y a un moment dans Jerry souffre-douleur où tous les producteurs un peu véreux se penchent sur le personnage et il y a une sorte de panoramique qui les enserre tous avec leur tête de gangster et il y en a un qui le regarde comme ça à travers, il dit mais est-ce qu'on a l'air malhonnête, voilà. Ou il y a aussi dans Les Tontons Farceurs toute une scène où en fait le photographe et passe devant l'objectif et règle ses optiques. Il y a des flous nets, des histoires de bowling, de gens qu'on renverse comme ça dans The Naughty Professor. Voilà. Dans Jerry la Grande Gueule, il y a aussi, après, il y a à un moment donné, le speech d'un fou. Et Jerry Lewis regarde la caméra, ne peut rien en attendre et c'est sans espoir. Mais surtout, dans Les Tontons Farceurs, vous aurez vu quelque chose qui est extraordinaire aussi, c'est... si vous l'avez noté, quand la petite fille répète, par exemple. Donc il y a aussi de la beauté et du mystère dans ce simple gag technique, mais il y a quelque chose d'encore plus fort. C'est qu'en fait, quand on répète, on pourrait se dire qu'il a simplement repris la bande pour la repasser et la synchroniser sur le visage de la fille. Mais en fait, quand on regarde ça au banc de montage, en réalité, elle lui répète 2 fois plus lentement que lui ne l'a dit, pour être sûr que lui comprenne, quoi. C'est assez incroyable. Donc là, les extraits s'enchaînent parce qu'on va passer sur une partie qui est centrale, qui concerne le tempo, en fait. Donc voilà, on passe à l'extrait suivant, s'il vous plaît. Now, if you were me, what would you do? What would you do? No, what would you do? Scale, sing. Yeah. What would you do? What would you do? Now, facile. Now, if you were me, what would you do? You're going up too soon. What would, together. What would you do? What would you do? Bon. The light. The light. The coat. The coat. It wasn't unbuttoned yet. It wasn't unbuttoned yet. Make me a sandwich. Make me a sandwich.
No, make me a sandwich. Okay, boys, here's the tempo. 1, 2. Trio! 1, 2. Bon, les deux premiers extraits se passent de commentaires, hein, c'est la méthode et son application sur la rythmique de la prosodie. Et le troisième aussi, si ce n'est qu'on peut noter avec Sammy Davis Jr. que bien que Lewis soit un cinéaste vraiment connoté de jazz, et on va y revenir vraiment tout de suite, et bien sur le funk, ça marche très bien aussi en réalité. Voilà. Pour moi, j'ai choisi cet exemple de Jerry Souffre-Douleur parce que ça a toujours été pour moi l'exemple absolu de la mise en scène selon Jerry Lewis. C'est-à-dire que dans cette scène, vous avez une superposition de 3 tempos différents. Il y a celui métronomique de l'orchestre, il y a celui évidemment qui est approximatif du personnage qui essaye de se frayer un chemin dans les forêts de micro, et il y a bien sûr celui du cinéaste qui lui embrasse cette superposition avec la précision d'un scalpel. C'est-à-dire que le temps, chez Lewis, c'est quelque chose d'élastique. Donc chez lui, la distribution rythmique est constamment inventive et inattendue. Elle est organisée sur le principe de l'équivalence rythmique. C'est-à-dire en musique, un nombre de mesures données sont définies pour être jouées sur un rythme à 2 temps, par exemple. Mais on peut tout à fait, au milieu de cette mesure, basculer sur un rythme 3 temps. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Simplement recalculer son allure pour retomber mathématiquement sur ses pattes au bout de la série de mesures. Et aussi, quelque chose qui est loué au cinéma lewissien, c'est le swing. Alors si on essaie de prendre une définition, on trouve ça. Le swing est une caractéristique intrinsèque du jazz. Pour autant qu'il soit possible de le décrire, il consiste à jouer ternaire des groupes de notes notées binaires. Par exemple, 2 croches seront jouées comme un triolet noir-croche. Pour autant, si on programme un séquenceur ou une boîte à rythme, la formule rythmique précédemment décrite, cela ne swing pas. La sensation de swing vient d'une certaine imprécision impossible à transcrire parfaitement. Si vous n'avez pas là l'alpha et l'oméga du jeu de Jerry Lewis à l'intérieur de ses plans, je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est vraiment une belle définition de son cinéma à laquelle on pourrait ajouter celle-ci. On peut schématiser en considérant que le jazz intègre plus facilement la dissonance comme une composante intrinsèque du style, qui ne nécessite pas obligatoirement de résolution, mais trouve sa justification en elle-même et par elle-même, là où dans l'harmonie classique, souvent tonale, la dissonance est souvent associée à la nécessité d'une résolution. En conséquence, les notions de notes réelles et de notes étrangères ne sont plus aussi marquées en jazz qu'en musique classique. Donc il y a un autre aspect musical de Lewis qui est lié à la notion de durée étendue. Par exemple, en jazz, on affecte à chaque partie un certain nombre de mesures. On dit souvent le parti c'est A, A, B, A par exemple, ou ça peut être A, A, B, B, A. Bon, il y a un tas de schémas comme ça. Et comme pour les improvisations, quand on laisse un musicien improviser, généralement il est prévu qu'il improvise sur un certain cycle de mesures. Mais en fait, on peut tout aussi bien décider de doubler ou de tripler le nombre de mesures initialement prévues pour chaque partie. Et donc chez Lewis, cette notion de durée étendue, ça va être un de ses matériaux
principaux quand même pour travailler. C'est-à-dire que si on voit l'évolution des films, il y a quelque chose qu'on retrouve tout le temps dans beaucoup de films qui est les pré-génériques. Et si on regarde leur durée, par exemple, le Dingue du Palace, le pré-générique dure 1 minute 30. Dans Le Zinzin d'Hollywood, le pré-générique dure 3 minutes 30. Dans Jerry souffre du leurre, il dure 8 minutes. Et dans Yaya mon général, le pré-générique dure 18 minutes. Voilà. Donc évidemment, tout ça nous amène au slow burn. Et le slow burn qu'on traduit généralement un peu rapidement par gag à retardement, mais je crois qu'il faut rester un peu plus au pied de la lettre, c'est-à-dire combustion lente, mijotée à feu doux. Et on peut voir, en comparant deux séquences, vous allez voir Jerry souffre-douleur et la fameuse scène des pourboires dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, par exemple, elle fait la même durée que la scène dans Le Tombeur de ces dames où Jerry Lewis écrabouille le chapeau de Buddy Lester. Mais comme l'enjeu des scènes est absolument différent, évidemment, l'effet est complètement différent. C'est-à-dire que bien que la durée métronomique soit égale dans les deux, on a l'impression que la scène des pourboires dans Jerry souffre-douleur dure 3 fois plus longtemps que la scène du chapeau dans Le Tombeur de ces dames. Donc on évoquait aussi tout à l'heure l'enroulement à propos de la structure de certains films de Lewis. Et donc en ce sens-là, Jerry la Grande Gueule pourrait bien être son chef-d'œuvre. En fait, il faut bien que ça s'enroule autour de quelque chose. C'était une phrase de Sylvie Pierre à propos de Glaubert Rocha qui disait que les scènes ne se déroulent pas mais s'enroulent, consistent, insistent jusqu'à l'hallucination. Et pour que ça s'enroule autour de quelque chose, il faut que ça s'enroule autour d'un corps, celui d'une abstraction de personnage, un composite qui tour à tour prend les visages et les démarches du comptable Gerald Clamson, de l'idiot des premiers films, de son personnage de professeur ici transformé en arme, guignol bastonneur. Et il va même jusqu'à venger le souffre-douleur dans une anthologique scène de pourboire et de pingrerie. C'est-à-dire par là que le personnage de Dr. Jerry Mr. Love réapparaît dans plusieurs films. Il réapparaît dans Les Tontons Farceurs, il réapparaît dans Jerry la Grande Gueule. Et c'est aussi une des beautés du cinéma de Lewis, c'est que chaque film est extraordinaire à voir, mais au niveau du plaisir, vous en prendrez encore plus si vous voyez l'ensemble des films de Lewis, puisque en fait, il y a des répétitions, des échos, des reprises, des réponses de l'un à l'autre. Et voilà, donc la scène des pourboires, c'est exactement parfait. Pour venger le personnage qui s'est fait dépouiller de tout son argent par les musiciens qui réclamaient des pourboires, et bien le jour où le personnage de Jerry la Grande Gueule, lui, se déguise en professeur Kelp, celui du Dr. Jerry et Mr. Love, quand on lui demande un pourboire dans un hôtel chic, ben lui, il donne 2 centimes et il tape sur la tête du mec avec sa canne. Voilà. Donc, à propos du statut incertain du personnage, donc la Grande Gueule et la Gueule. Donc vous allez voir, par exemple, le personnage dont je parlais, le film commence avec un pêcheur tranquillement qui est en train de pêcher au bord de l'océan. Okay. Évidemment, il pêche son double, mais il ne le voit pas tout de suite. Donc après, on introduit le personnage. On dit qu'il est comptable. Okay. Et l'autre, voilà, c'est celui qui l'a pêché. Mais déjà, vous notez, entre ça et ça, qui est censé être le même personnage, que déjà, avec l'expression, c'est pas tout à fait les mêmes. Que là, il y a un grossissement de l'effet, par exemple. Et donc, quand le personnage doit récupérer des diamants et récupérer dans l'hôtel, voilà, il est déguisé en professeur Kelp, celui de Dr. Jerry et Mr. Love. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il est dans sa chambre d'hôtel. Est-ce que c'est encore le professeur Kelp? Non, là, c'est Jerry Lewis, metteur en scène. Il est en train d'essayer de trouver un plan pour échapper à ses poursuiveurs et retrouver les diamants. Et là, subitement, ben voilà, c'est ni l'idiot, ni le kid, ni le professeur Kelp, ni le comptable du début. Ça, c'est Jerry Lewis, tel qu'on le connaît, smart, casual, amoureux, élégant, avec ses vestes Las Vegas, vous voyez, en mohair. Là, on n'est vraiment pas un personnage. Et voilà, là, il se déguise et il retrouve l'autre à la fin. C'était pour vous montrer en quelques images les oscillations. En fait, voilà, on n'a pas un personnage, on a à chaque fois une oscillation de personnage. Donc si le statut est incertain, c'est que sa définition et son comportement sont élastiques. Ils partagent en revanche tous une qualité qui n'est pas neutre. Ils sont tous spontanés. Cette fameuse spontanéité qui fit sur scène le sel du duo Dean Martin et Jerry Lewis.
A l'inverse, tous les autres personnages sont fossilisés dans les stéréotypes de leurs fonctions, figés dans l'organigramme du groupe auquel ils appartiennent, dirigés par des figures aussi absurdes qu'autoritaires, le chef des gangsters, le gérant de l'hôtel, etc., etc. Et pendant que le film s'enroule autour de Lewis, ce que les images déroulent, c'est l'accumulation des névroses individuelles de chaque membre du groupe. Vous les avez vus transformés en chiens, sans dents, voilà, vous avez vu ça dans les extraits précédents, qui virent à l'hystérie collective. Et le personnage de Lewis, catapulté au milieu de ces groupes à son corps défendant, les perturbe au point de devenir un objet d'aimantation et même de fixation. Voilà, les dents encore une fois. Le sens de tout ceci n'est finalement pas si compliqué à comprendre. Ce n'est pas la société qui crée des fous, c'est la société qui est folle. Nous sommes donc là très loin des liens de causalité du récit classique, mais plutôt sur une matière métaphorique qui souligne l'importance de l'océan dans le film. Le film s'ouvre sur l'océan et se referme sur l'océan. Donc on est dans quelque chose, dans une matière qui est vraiment poétique, puisque en gros, la mer recrache un homme pour finir par en avaler 10 autres à la fin. Voilà. Donc c'est vraiment la métaphore de la mer, de ses courants, du mouvement perpétuel des vagues. Et si la vécure de Lewis est mise en avant comme peut l'être le buteur d'une équipe de foot ou le soliste d'un groupe de musique, c'est tout logiquement que le reste du film, élément, personnage, lui sert de section rythmique. Les musiciens parlent même de tapis rythmique, ce qui souligne bien cette dimension d'espace ludique. Espace dans lequel on oublie trop souvent que si le soliste est virtuose, c'est que la section rythmique l'est tout autant. Elle pousse le soliste à déployer le meilleur de lui-même. On en revient donc à la raison essentielle pour laquelle il fallait à Lewis, après 10 ans de Norman Taurog, de George Marshall et d'autres réalisateurs, devenir lui-même cinéaste. Ça, j'en parle comme une parenthèse, évidemment. Lewis avait été extrêmement impressionné par Psychose, et il l'avait détesté. Il disait « Je respecte Hitchcock et ses extraordinaires talents, mais je déteste certains de ses films. J'ai détesté Psychose, bien que ce fût un bon film. » Mais en fait, c'est pas drôle. Si vous regardez la plupart des films de Lewis, il y a l'empreinte de Psychose quelque part. Évidemment, c'est ultra évident dans Dr. Jerry et Mr. Love. Hein, c'est la voix en transition quand le personnage se retransforme dans l'autre sens. Il y a ça aussi dans 3 sur un sofa, où le personnage doit se grimer par avoir un rendez-vous avec une fille qui ne supporte pas le contact des hommes, et il doit être à la fois il doit être à la fois le rendez-vous et la sœur du rendez-vous. Donc évidemment, il fait des allers-retours entre la chambre et il parle avec les 2 timbres de voix, il se change, il se travestit. Voilà. Donc ça, c'était une légère parenthèse, mais en tout cas, l'empreinte de Psychose est présente dans pas mal de films. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle un petit peu de la couleur chez Jerry Lewis. Voilà. Et Jean-François, en présentant la rétrospective hier, il a dit à quel point il était un extraordinaire coloriste. Et regardez cette image très simple. Voilà. Là, vous avez en fait non pas un équilibre des lignes, mais un équilibre des masses. Vous avez ce grand aplat bleu derrière, et en fait toute la dynamique du plan est donnée par le pull rouge, ce qui permet au personnage de se dessiner. Voilà. La même chose dans une image de One More Time. L'autre manière dont il utilise la couleur, par exemple dans le générique de Dr. Jerry et Mr. Love. Voilà, il y a un point d'aimantation. Voilà, toujours une couleur primaire dominante qui vient attirer le regard, celle autour de laquelle s'organise le plan en fait. Voilà. Bon, puis quand il y a eu trop de couleurs, voilà. Évidemment, ça explose. Il disait « Je ne sais pas montrer la vie en noir et blanc, de la naissance à la mort, du nez qui saigne au choc avec une Mercedes bleue et à l'enterrement dans un cercueil vert, la vie est en couleur. Et en un certain sens, il n'y a jamais eu de film en noir et blanc. Ce sont toujours des nuances de gris. Le plus près que je me sois jamais approché du véritable noir et blanc est lorsque j'ai filmé en couleur le décor noir et blanc du tombeur de ces dames. Naturellement, la couleur est un véritable tyran en ce qui concerne les costumes et le décor. En noir et blanc, on se préoccupait surtout de style, de forme, de surface. En couleur, ce sont des notions de teinte et de tonalité qui priment. Qu'est-ce qui jure, qu'est-ce qui ne jure pas? Même avec des règles, pas de rayures avec des poids sont abandonnées. On dit au réalisateur, pas de vert avec du bleu. Il le fait quand même, ça marche et tout le monde le fait.
Moi, j'ai une méthode bon marché pour déterminer les accords de couleurs. J'achète des mouchoirs de différentes couleurs et je les assemble pour voir ce qui me choque l'œil. Les résultats peuvent être différents sur l'écran, mais c'est un risque à courir et bien souvent, le jugement du metteur en scène est tout aussi bon que celui du chef d'opérateur ou de l'opérateur. Et la théorie selon laquelle un canapé rouge empêche de prêter attention au couple qui est assis ne m'a jamais convaincu. Le spectateur voit le canapé rouge, puis passe aux échanges entre les personnages. S'il ne s'intéresse pas à ce qu'ils se disent, ce n'est pas la faute de la couleur, mais celle du scénario et du metteur en scène. Donc voyons maintenant un court extrait sur l'utilisation des couleurs dans les films. Voilà, en fait, j'avais superposé 3 extraits, donc The Naughty Professor, Dr. Jerry, Mr. Love, avec aussi des plans d'un épisode de série télévision qu'il a réalisé qui s'appelle In Dreams They Run. Dans leurs rêves, ils courent, donc qui concerne la problématique d'un enfant qui ne veut pas utiliser le fauteuil roulant qu'il doit utiliser parce que ses jambes sont mortes, évidemment. Et en fait, et aussi One More Time, une séquence assez étonnante. Et en superposant les trois, l'idée était évidemment de vous montrer comment en passant du comique au dramatique, on pouvait avoir des effets, comment en réalité c'était le même mouvement qui se retrouvait à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir une profusion de couleurs comme dans The Naughty Professor, on peut aussi avoir comme dans l'extrait de In Dreams They Run, quelque chose où finalement il n'y a que du noir et du bleu. On voit aussi le côté fantastique de sa mise en scène, même dans cet épisode
de série qui n'est pas censé du tout être fantastique, puisque vous voyez la lumière baisser à l'intérieur du plan sans qu'il y ait de justification dramatique. C'est-à-dire que vraiment, là, c'est un moment où il dit, et voilà, il se permet ça, il se permet de baisser la lumière pour attirer l'attention, de faire ressortir une seule couleur, comme dans une autre image extraite de In Dreams They Run. Voilà, comment montrer qu'un enfant qui hier était là, aujourd'hui est mort. Regardez, des draps jaunes, un lit vide, et c'est tout. Voilà. Après, je voudrais aussi vous parler de quelque chose d'assez rare, qu'il s'agit des photos de Jerry Lewis, son travail photographique. Lewis, dans ses photos abstraites, était un expérimentateur comme jamais. Il avait pour habitude de distribuer des appareils photo à la volée à ses équipes et de leur lancer des défis. Par exemple, faites-moi le meilleur contre-jour. Qui arrivera à faire la sous-exposition la plus curieuse, le cadrage le plus original? Voilà. Débarrassé des contraintes de la production d'un film, sa pulsion y apparaît encore plus nettement. Il s'agit de fixer une hésitation, une ambivalence et une double identité. Asseoir son geste artistique en peignant directement sur le réel, comme Antonioni qui faisait repeindre les pelouses jusqu'à obtenir la nuance de vert qu'il cherchait. Mais à la différence d'Antonioni, il travaille jusqu'à être en mesure de saisir d'un seul coup ce qu'il cherche dans un geste spontané. C'est comme ses gags, ce n'est pas un hasard si en anglais, sketch veut dire esquisse. Un autre chose importante, on en a déjà parlé précédemment, c'est qu'évidemment dans les films de Lewis, on a un combat des puissants contre les travailleurs simples. Donc à la table du pouvoir, c'est aussi quelque chose qui se manifeste en termes de décor. Vous voyez, il n'y a pas besoin de dire quoi que ce soit. Les décors disent l'opulence, le pouvoir, le mauvais goût de l'opulence même. Vous voyez, suite d'hôtel. Vous voyez comment on est cerné par ces producteurs gangsters. Il y a deux espaces, deux mondes, comme au début des Tontons farceurs. Dans les films de Lewis aussi, on a des problèmes de portes communicantes. Les espaces sont non bornés, il y a du vide, de l'air, de l'irréel. Voilà. Ça, c'est du côté des gangsters. Avant. Là, on est dans One More Time. Ça fait mal aux yeux. Bon. Donc, en fait, la question de l'ordre, de donner un ordre, d'avoir un ordre à suivre, c'est quelque chose d'important dans les films de Lewis. Combien de fois vous entendez « Who? Hurry? Wait ?» Voilà. Il s'agit, les puissants n'ont pas seulement des décors imposants, ils ont aussi un langage de classe. Et que Lewis passe au vitriol en associant systématiquement la figure du patron à celui des gangsters. Mais le plus drôle, c'est que les gangsters utilisent le vocabulaire des puissants, mais ils ne maîtrisent pas leur syntaxe. Ce qui donne des extraordinaires dialogues, comme dans Jerry la Grande Gueule, un échange entre Thor, le chef du gang, et l'un de ses subordonnés qu'il houspille pour ne pas être arrivé à tuer le traître du gang. « Are you sure he's dead? I'm dead sure. I'm not sure he's dead. I'm not so sure he's dead. So this time, make sure he's a dead he. » Et là, le désarroi du sous-titreur, impuissant à trouver un renversement lexical aussi simple que dead he, de la même manière qu'on renverserait un accord. Au passage, c'est exactement la raison pour laquelle les livres du Dr Seuss, l'auteur du Grinch, encore un maître de l'absurde, qui composait ses livres pour enfants en rime et avec un nombre de mots limité, ne sont pas traduits en français. Bref, dans le cas du dialogue que j'évoquais, le traducteur se rabat sur un peu d'argot qui, à défaut de respecter ce renversement syntaxique, apporte au moins à la phrase une couleur qui est raccord avec le ton du personnage. Voilà, le langage pédant des puissants. Et ça fait écho aussi à la manière de détruire tout ça par le personnage de Lewis qui consigne à chaque fois à répéter l'ordre et à le déformer. C'est une stratégie de brouillage. Et là, par exemple, voici un autre exemple tiré de Yaya mon général. C'est voilà. Comment exercer son pouvoir en restant assez éloigné du bureau pour obliger l'autre à s'humilier quand on lui demande du feu pour allumer sa cigarette. Voilà. Il y a, par exemple, dans le scénario de The Day the Clown Cried, une séquence qui est proche de cette image-là. Elle se passe dans le bureau d'un des nazis, au quartier général de la Gestapo.
Donc le scénario dit, nous ouvrons sur les bottes noires brillantes qui font pivoter la porte devant lui, et lorsque nous revenons en arrière, nous voyons Helmut assis en position affaissée sur un banc en bois dur, tandis que nous présentons le porteur des bottes noires, le lieutenant Reicher. Il entre dans son bureau et nous l'accompagnons. Il marche d'un pas vif vers le bureau où il y a des dossiers et des papiers empilés sur le bureau. Il s'écrie après avoir regardé le dossier du haut, « Amenez-vous !» Un caporal effrayé et lymphatique débarque dans le bureau, fait claquer ses bottes et hurle « Heil Hitler !» Il tend son bras raide comme s'il était actionné par un ressort. Reicher répond par un vague geste du poignet, montrant à quel point le cérémoniaque du Sieg Heil le barbe. Et Reicher dit « Est-ce que je vois ce que je crois voir ?» Le caporal se penche sur le bureau et, pour voir, pose sa main sur le bureau pour se caler. Reicher lui donne un coup sur le bras, le faisant tomber à plat sur le bureau. Il reste là, le cul en l'air, à attendre les instructions. Reicher se penche et met son nez sur celui du caporal. « Ne mettez jamais vos mains sur mon bureau. Compris ?» Toujours la même position, le caporal tend le bras pour un Heil Hitler, ce qui, pratiquement impossible dans la position où il se trouve. Voilà. Après, il dit maintenant du balai. Et s'ensuit une scène terrifiante dans le film, dans le scénario aussi, la confrontation entre Reicher et Helmut Dork, le clown au chômage incarcéré pour avoir moqué le portrait du Führer, ivre-mort dans un bar. Voilà. Cette scène est exactement construite comme celle des pourboires dans The Patsy. Voilà. Elle est marquée spatialement. C'est une lente, une intolérable humiliation. Lewis n'est pas encerclé comme il l'était avec les musiciens de The Patsy, Jerry souffre-douleur, mais positionné dans une perspective dissymétrique par rapport aux nazis. Lewis annote ainsi le scénario. Accessoire, y penser, cette chaise doit être plus haute et plus grande que la chaise d'Helmut, pour les plans subjectifs diminuant Helmut qui est assis. Cette disposition spatiale est la même que celle utilisée pour la scène où le professeur Kelp, voilà, est convoqué dans le bureau du proviseur après avoir provoqué une explosion dans le laboratoire. Voilà. Donc là, on arrive au versant un peu triste, un peu sombre du cinéma de Lewis. Donc un peu d'humour pour atténuer la peine. C'est quoi ? Si, par exemple, The Day the Clown Cried était précisément là où Lewis avait toujours voulu en venir. Non pas que le comique est toujours, ça serait simpliste, secrètement rêvé de tragédie, mais plutôt que les soustractions auxquelles le contraigne le sujet, il n'y a pas de possibilité d'avoir de séduisants décors modernes pop, pas de possibilité de libérer l'effroi par le gag, l'oblige à interroger les signes pivots de son travail, les portes, les masques, les lieux clos, les enfants, depuis un autre endroit, et sans pouvoir les dissimuler sous une esthétique de la profusion. Le grand plaidoyer humaniste ambitionné par Lewis devient alors une méditation sur la nature et les motivations de son travail et sur la fonction du rire dans toute société organisée. Quand il n'est plus qu'une illusion, une béquille ou un évitement, et quand devient-il un art ? Nous allons terminer cette conférence par une série d'extraits qui exposent le versant le plus sombre, le plus dramatique. Vous y verrez le blues d'un clown, une pantomime tragique, 2 moments de pur drame et aussi un extrait du tout dernier film de Lewis que nous n'avons malheureusement pas été en mesure de passer faute d'accès à une copie convenable. Boy, court-métrage réalisé pour l'UNICEF dans le cadre d'un film à sketch, montre d'une seule coulée le calvaire d'un enfant de 11 ans entre la salle de classe et le retour à la maison. Ce mouvement unique, c'est celui du bus qui le ramène avec un arrêt au supermarché. On va passer le dernier extrait. Well, peasants, this is it. No more makeup. No more ghastly one-nighters. Best of all, no more squealing brats. You certainly are in good time. You haven't asked me about Eva. Oh, I am sorry, mein Führer. How is Eva? None of your business.
Vous voyez par exemple dans l'extrait de Boy à quel point la mise en scène montre la même chose dans les films dramatiques que dans les films dits comiques. Ça veut dire que décrire ce qui se passe à l'intérieur d'un plan ne suffit pas à en définir la tonalité. Dans ma liste que je vous ai donnée avant, j'ai intentionnellement omis de citer l'extrait d'Yaya mon général que vous avez vu. Cette confrontation entre un Jerry Kesselring et un Hitler à l'accent yiddish est sans doute l'exemple le plus probant du mince fil sur lesquels comédie et tragédie tiennent en équilibre. La scène, bien qu'hilarante, n'omet rien de la violence physique ni de la violence psychologique qui s'exerce. Et c'est d'une des grandeurs du cinéma de Lewis que d'assumer de longs passages sans humour dans ses films. Par exemple, il n'y a qu'un seul gag dans la seconde partie de The Nutty Professor, Dr. Jerry, Mr. Love. Il n'y en a qu'un seul qui se retourne contre les oppresseurs dans Jerry souffre-douleur. Il n'y en a pas un qui n'ait pas un arrière-plan sinistre dans les 40 premières minutes de Yaya mon général. Et ceux de Smorgasbord, son dernier film, sont tous hilarants, mais ils ont comme arrière-plan le suicide et la dépression, et ils opposent le pathos et la thérapie. Les séquences dramatiques dans une comédie constituent le cheminement spécifique qui mène au comique. Voilà ce que disait Jerry Lewis. Ça veut dire qu'encore plus que le rire, encore plus que le mélodrame, c'est cette oscillation de l'un à l'autre qui donne envie d'aimer les films de Lewis à la folie. Et je terminerai par une histoire. Il était une fois un modeste prolétaire qui avait un retard cognitif important. Non loin de chez lui, des scientifiques mènent une expérience de laboratoire. Un traitement expérimental permet à une petite souris qui possède des retards cognitifs identiques aux siens de faire des progrès spectaculaires. On propose au modeste prolétaire de rentrer dans ce protocole expérimental, d'appliquer sur lui la thérapie de la souris. Ses progrès à lui sont spectaculaires, son intelligence devient aiguë. À mesure, un blues s'empare de lui quand il mesure l'ampleur des colibés dont il était autrefois l'objet et dont il n'était pas conscient. Un jour, les scientifiques constatent que le remède est limité dans le temps et que les progrès de la souris font machine arrière. Cette histoire n'est pas un scénario, mais celle d'un roman américain de Daniel Keyes, publié en 1966, 2 ans après The Nutty Professor, Des fleurs pour Algernon. Récemment, j'ai offert un exemplaire à 3 amies. L'une d'entre elles a fondu en larmes. C'est le livre qu'elle a le plus offert de toute sa vie, à tel point qu'elle n'en avait même plus d'exemplaires chez elle. Elle avait le virus et l'avait propagé autour d'elle. Je vous encourage à lire ce livre bouleversant en pensant très fort au cinéma de Jerry Lewis et à propager, vous aussi, le virus lewissien autour de vous. Son génie de cinéaste nous importerait peu, en tout cas à moi, s'il ne visait directement le cœur. Merci. Maintenant, on va demander à Chris Lewis et Bernard aussi de nous rejoindre. Well, I just wanted to say it's a great honor to be here at the Cinémathèque Française. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être présent parmi vous à la Cinémathèque Française. And I think it's very possible that Damien knows more about my father than I do. Toi, tu traduis. Et il est possible que Damien en sache plus sur mon père que moi-même je n'en sais. But my father loved filmmaking. That was his passion. Mais mon père aimait plus que tout la mise en scène de cinéma. C'était sa vraie passion. And his passion for his French fans was because you appreciate his creativity. Et l'amour qu'il avait pour ses fans français, c'est justement parce que les cinéphiles français savent vraiment apprécier dans le détail la créativité de son cinéma. And it made him so happy to be able to come here, to be able to spend time with you and perform for you. And it was the highlight of his life. Pour lui, en fait, venir présenter ses films ici, aller sur l'Olympia, monter sur scène, c'était vraiment un des plus beaux moments de sa vie, ici en France. And this is my first trip to the Cinémathèque, and I will be coming back because this was a wonderful experience. C'était mon premier voyage, mon premier passage à la Cinémathèque française, et je reviendrai, ça c'est sûr, parce que c'était vraiment une très belle expérience. Thank you so much. Je vous pose la question en français et Damien va traduire. Dans votre livre en anglais, vous montrez une chose qui m'a beaucoup frappé parce qu'il y a beaucoup de photos, et j'espère que ce livre sera traduit en français. Il y a beaucoup de photos et on voit sur le côté Jerry Lewis, cinéaste, filmmaker, à quel point sur le plateau, il pouvait être un inventeur. Et c'est lui qui, le premier, ou l'un des premiers, mais peut-être le premier, a inventé le retour vidéo pendant le tournage
pour pouvoir constater immédiatement ce qu'il venait de tourner et éventuellement le corriger. Est-ce que vous pouvez décrire le retour vidéo tel que Jerry Lewis l'a inventé dans ses films sur le tournage? Thank you. Yes, well, my father always wanted to be a director, but he always wanted to be like Charlie Chaplin. Mon père a toujours voulu être cinéaste, mais il voulait pas être n'importe quel cinéaste, il voulait au moins être Charlie Chaplin. He wanted to write, produce, direct, and star in his movies. Il voulait écrire, produire, réaliser et jouer dans ses films. Pardon. Yeah, but he realized that he needed to see himself in order to know how good he was. Mais il s'est rendu compte qu'il avait besoin de se contrôler à l'image pour savoir si sa performance était exactement ce qu'il attendait pour le film. So after being the star of about 10 very popular films at Paramount, he started researching how to video himself so he could see what he was doing. Ce n'est qu'après avoir joué dans 10 films à la Paramount qu'il a commencé à se documenter un peu pour voir comment il pourrait utiliser un système vidéo qui lui permettrait de contrôler sa performance à l'intérieur du plan. And on the set of The Bellboy, he did not have the use of videotape, so he had the video camera mounted alongside the motion picture camera with monitors around the set so he could watch himself while performing. Alors en fait, au moment par exemple où il a tourné Le Dingue du Palace, il n'y avait pas encore les bandes vidéo, mais il y avait la caméra vidéo. Ce qui fait qu'il a clipsé la caméra vidéo juste à côté de la caméra 35 de l'opérateur et il a ensuite disposé tout autour du tournage une série de moniteurs qui lui permettaient, en même temps qu'il était en train de jouer, de contrôler sa performance. And The Bellboy was so successful that his next film, The Ladies' Man, Paramount gave him whatever budget he wanted to create his giant set and get videotape and go on from there. Bon, voilà, le film The Bellboy était un tel succès qu'à partir de là, la Paramount lui a laissé un peu carte blanche et du coup, là, il y avait des bandes vidéo, il avait tout ce qu'il voulait. Voilà, il n'y avait pas de limite sur le budget du Tombeur de ces dames. And he wanted to share the technology, so he never tried to trademark it. He just wanted to share it with the industry, and it's now used in every motion picture camera in the entire world. Il trouvait que c'était un outil tellement extraordinaire qu'il n'a jamais essayé d'en faire une marque déposée ou d'en tirer des bénéfices. En fait, voilà, il l'a propagé. Maybe this is the reason, sorry Chris, I'm asking, but why there's some debate. People say, no, he didn't invent the video assist. It's probably because he didn't trademark it. You know? Right. He did not trademark it, but the people that worked with him at Alan Gordon Enterprises to develop it later trademarked it. And that was fine. He didn't care. He didn't need the trademark. He just needed to use the tool. Oui, voilà. Donc effectivement, les gens qui travaillaient avec lui, eux, plus tard, ont déposé le copyright sur l'équipement, mais il s'en fichait, lui, du copyright. Tout ce qu'il voulait, c'était pouvoir l'utiliser. Yeah, and he was making so much money in his movies, he didn't care. Voilà. En fait, ces films lui rapportaient tellement d'argent, qu'est-ce qu'il en avait à faire, en fait, des copyrights sur le vidéo assist. But he was very proud of it. Mais il en était très fier. Yes, and in my book that I have just written by my dad, and we're in the process of translating it into French, I tell a story about Francis Coppola telling me how my dad's use of the video assist really affected him as a filmmaker. Oui, en fait, dans le livre que Chris est en train de traduire, il parle d'une conversation avec Coppola qui lui expliquait à quel point l'utilisation du vidéo assist, enfin des retours caméra par moniteur par Jerry Lewis, l'a influencé lui pour faire son propre cinéma. Yeah, and Coppola was a film student at UCLA in 1961 when his film class visited the set of my dad's film, The Ladies' Man, when he first saw the use of the video assist. Voilà. Et quand Coppola était étudiant en cinéma, il faisait partie de la promotion qui était allée rendre visite à Lewis sur le tournage du Tombeur de ces dames. Yeah, and he was very proud of it. Et il en était très fier. Yeah. Anything else? Okay. Thank you. Have a great night. Have a great night.